Nous allons ouvrir cet échange avec Mamadou Ismaël Konaté du Mali. Il va nous entretenir sous le sous-thème suivant, liberté de la presse et lutte contre le terrorisme, où placer le curseur entre sécurité et droits fondamentaux. Monsieur Konaté, vous avez la parole. Merci infiniment aux organisateurs. Merci à Sahel Info, c'est ça? Sahel Horizon. Sahel Horizon qui vient de naître et je souhaite bon vent à Sahel Horizon dans un contexte de très grandes difficultés dans les pays du Sahel aujourd'hui et au-delà. Qui parle donc de contexte d'information aujourd'hui, parle forcément de démocratie, de liberté, de sécurité, de terrorisme et de justice. Ce contexte est d'abord le contexte des libertés. Et nos pays d'avant, post-démocratie, encore critiquables, par-ci, par-là, nous avions accès à des sphères de liberté. Nous n'étions pas aussi dans un contexte tellement si difficile aujourd'hui qu'on nous dénie le droit de penser. Et lorsque l'on a pensé, on nous dénie le droit d'opiner et surtout d'exprimer nos opinions dans la diversité. Et c'est ce qui n'est plus toléré dans notre contexte sahélien. Il est clair aujourd'hui que ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les informateurs et les communicants de façon générale. Parce que le contexte national dans chacun de nos pays est tel aujourd'hui que nul, absolument personne, n'est laissé libre à lui-même pour aller au contact de l'information, traiter l'information et faire part de l'information dans des conditions que l'on sait et qui sont les conditions classiques et presque universelles. Et nous savons pertinemment qu'une société qui ne peut plus accéder à une information libre et crédible est une société qui finit par perdre ses repères. C'est d'autant plus évident que lorsqu'un citoyen ne sait plus distinguer de façon véritable le vrai du faux en matière d'information, l'information de la propagande, le débat de l'invective, alors c'est bien le contrat social lui-même qui s'affaiblit. La crise sahélienne n'est pas seulement sécuritaire ou économique, elle est également une crise de l'information ou de la non-information, une crise de la parole publique, donc véritablement une crise de confiance aujourd'hui. Vous avez bien voulu me demander de traiter de ce thème de liberté d'expression ou d'opinion versus dans un contexte de terrorisme. L'un ne peut pas anéantir l'autre, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et le premier point que je vais évoquer avec vous, c'est véritablement que la crédibilité de l'information est une question d'intérêt général. L'information, de façon générale, n'appartient ni au gouvernement, elle n'appartient ni aux partis politiques, elle n'appartient ni aux groupes d'intérêt. L'information appartient d'abord au public. Si j'ai envie de pousser davantage, je dirais, elle est incolore, elle est inodore, elle est sans saveur, elle s'appelle l'information. Une information crédible est d'abord celle qui accepte la contradiction, le débat, et c'est véritablement à la suite de l'information crédible que l'on se donne le droit d'aller vérifier les faits pour distinguer clairement l'opinion du fait et qui refuse véritablement de se soumettre aux pressions politiques, aux pressions économiques, aux pressions idéologiques et aux pressions d'ailleurs qu'elles soient. C'est pour ça que la première victime des crises politiques est très souvent la vérité, parce que la première victime des régimes autoritaires, c'est toujours la liberté d'informer et les emprisonnements, les enlèvements et les tueries commencent toujours par les journalistes et c'est le premier signal justement que l'État est en crise,
que le régime est autoritaire et qu'il est prêt à franchir toutes les bornes. Dans un deuxième temps, je voulais préciser que la tentation de la confusion entre la notion de patriotisme ou de souverainisme et la notion d'allégeance est presque liée aujourd'hui dans le contexte du Sahel. Je suis toujours prudent lorsque j'entends parler de journalisme patriotique, comme on en a entendu parler par-ci, par-là. Le journalisme n'est pas un opposant professionnel. Il ne peut pas, sous le couvert du journalisme, se cacher derrière son micro, derrière sa caméra ou derrière sa plume pour jouer aux opposants. Mais il n'est pas non plus un militant du pouvoir. Son devoir n'est pas de servir un régime, de servir une opinion, de servir une idéologie ou de servir un groupe d'intérêts. Son devoir, bien évidemment, c'est de servir la vérité uniquement et exclusivement. Et c'est pour ça que le patriotisme du journaliste consiste plutôt à informer honnêtement ses concitoyens. Il ne consiste pas à cacher les difficultés du pays, bien évidemment dans un contexte de Sahel en guerre, de Sahel en combat contre le terrorisme. Rappelez que au sein des forces de défense et de sécurité, il y a eu des dizaines de morts et des dizaines d'autres blessés, n'est pas de l'antipatriotisme. Le rôle et la mission du journaliste ne consistent pas à transformer les médias en instruments de communication gouvernementale. Les médias, les journalistes, les communicants ne sont pas la voix du régime. Un pays ne devient pas plus fort parce qu'il interdit les critiques, il devient plus fort lorsqu'il est capable véritablement de les entendre. Vous avez beau être le plus beau fils de votre mère, vous n'êtes que le plus beau fils de votre mère, vous ne pouvez pas être le plus beau fils de toutes les mères du monde. Dans nos contextes sahéliens, les lois d'exception qui ont cours aujourd'hui ne doivent pas devenir des outils de silence ou des outils de répression. La lutte contre le terrorisme est légitime. Personne ne vous dira le contraire. Et personne, fût-il les journalistes, ne pourront se confondre à des terroristes et on ne saurait pas très longtemps les confondre non plus aux terroristes. La lutte contre les campagnes de désinformation est nécessaire et utile. Bien évidemment, la lutte contre la cybercriminalité est tout aussi indispensable. Mais voyez-vous, dans nos pays, ces objectifs ne peuvent et ne doivent servir de prétexte à la restriction disproportionnée des libertés. Dans plusieurs États du Sahel aujourd'hui, le Mali, n'en parlons pas, le Burkina Faso ne fait pas mieux et le Niger n'est pas en reste, mais on peut pousser encore la Guinée-Conakry, le Tchad, même le Togo et même le Bénin. Nous assistons dans l'ensemble de ces pays à une extension préoccupante de certaines incriminations pénales. Bien évidemment, ces incriminations pénales-là sont issues pour la plupart de lois cybercriminalité. Nous avons même des pôles cybercriminalité avec des parquets qui, pour la plupart, sont plutôt enclins de déclencher des procédures dès lors que l'information qu'ils veulent mettre en cause est une information qui est transmise par la voie des ordres. Une démocratie, voyez-vous, ne se mesure pas à sa capacité de sanctionner ses critiques, elle se mesure plutôt à sa capacité de les supporter. Autre élément, c'est le rôle préoccupant de certaines autorités de régulation dans nos pays, notamment les autorités de régulation qui veillent aujourd'hui sur la bonne administration et gestion des médias. Les autorités de régulation des médias dans l'ensemble de nos pays ont été créées plutôt pour protéger le pluralisme. Elles n'ont pas été créées pour protéger les gouvernements et leur légitimité repose bien évidemment sur leur indépendance. Elles sont très peu à faire preuve d'indépendance aujourd'hui.
lorsqu'elles sont perçues comme des instruments de contrôle politique, elles perdent toute crédibilité, elles perdent toute légitimité. La régulation, en clair, n'est pas la censure, la régulation n'est pas l'intimidation, la régulation n'est pas la mise au pas, et la régulation doit plutôt protéger la liberté tout en garantissant la responsabilité. Et la responsabilité chez les journalistes et chez les communicants de façon générale est ultime. La responsabilité particulière des juges, notamment des juges répressifs, qu'ils soient juges au siège ou au parquet. Dans les périodes de tension politique, dans les périodes de crise comme nous en connaissons, de crise du terrorisme, les juges deviennent les gardiens ultimes des libertés. Or, lorsqu'un journaliste est poursuivi, ce n'est pas seulement son sort individuel qui est en jeu, c'est souvent le droit de toute une société à être informée qui est en jeu. Et les magistrats dans nos pays doivent résister aux pressions politiques comme ils doivent résister aux pressions médiatiques. Le juge n'est et ne doit nullement être l'allié ni celui du pouvoir, ni celui de l'opposition. En cela, le juge doit rester à équidistance entre ces pouvoirs-là et entre ces intérêts-là. Comment reconstruire une information crédible? Je vois au moins 5 conditions que je me permets de rappeler. Premièrement, il faut que l'on soit capable, dans nos contrées, de renforcer l'indépendance économique des médias. Ne pas rester avec des journalistes dépendants, des communicants qui tendent la main. Et comme on le dit, la main qui demande est toujours en dessous de la main, et au-dessus plutôt de la main qui reçoit, ou l'inverse. Je ne sais plus ce que je dis. Un média dépendant est rarement, très rarement, un média libre, et il y en a dans nos pays. La deuxième condition, c'est véritablement d'être capable encore d'investir dans la formation et la déontologie. Dans ce métier comme dans d'autres, on n'y arrive pas toujours formé et on se forme sur le tas, et Dieu seul sait que la formation sur le tas pourrait éventuellement comporter quelques lacunes. La crédibilité, là encore, du journaliste ne se décrète pas, elle se construit. La troisième condition, c'est garantir l'accès à l'information publique. Et cela incombe au pouvoir public. Le secret, voyez-vous, nourrit les rumeurs. Et la transparence nourrit la confiance. La quatrième condition, c'est protéger juridiquement les journalistes et les lanceurs d'alerte. Les deux jouent à peu près le même rôle dans nos sociétés. Et enfin, cinquièmement, il faut restaurer l'indépendance des institutions de régulation, mais aussi la justice. Il est important pour nous aujourd'hui, au-delà du contexte qui est le nôtre aujourd'hui, de se profiler en se disant que ce qui se passe dans nos pays, ce qui se passe dans nos États est un moment d'anormalité. Et ce moment d'anormalité doit nous amener sans doute à mieux nous préparer. Ce qui nous arrive aujourd'hui ne tombe pas du ciel, même si on ne peut pas justifier tout. Ce qui nous arrive aujourd'hui s'explique aussi par, quelque part, nos propres défaillances, nos propres négligences, notre propre passivité. On ne s'est jamais rendu compte que ce que nous avons sous la main, c'était de l'or. Et personne parmi vous ici n'a pensé un seul instant qu'on aurait eu des militaires à la tête de nos États. C'est pas le pire. Mais armés jusqu'aux dents, ce n'est pas le pire. Au lieu de défendre nos frontières et de combattre le terrorisme pour nous installer des pays de paix et de concorde, c'est que ces militaires prennent le pouvoir par la force, exercent de façon autoritaire le pouvoir et retournent l'arme contre nous, les citoyens, au nom de ce que nous ne pensons pas les mêmes choses qu'eux, au nom de ce que nous ne disons pas les mêmes choses qu'eux, au nom de ce que nous voulons exercer la plénitude de nos libertés, mais aussi de nos droits qu'on tente d'anéantir. Au moment où je vous parle, et pour véritablement conclure mon propos, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans des geôles de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou, de Conakry,
de N'Djamena, de Cotonou et de Lomé. Parce que simplement, ils ont pensé autrement. Ils ont dit autrement. Nous devons avoir non seulement une pensée pour eux, mais nous devons nous battre également pour qu'ils ne restent pas plus longtemps là-bas, plutôt que dehors. Reconstruire une information utile, crédible dans le Sahel n'est pas seulement une question de médias. C'est, en tout premier pour moi, une question de gouvernance, c'est une question de justice, c'est une question de liberté, et c'est surtout une question de confiance entre les citoyens et leurs institutions, car un peuple peut supporter bien des difficultés, il lui est beaucoup plus difficile de vivre durablement dans l'incertitude, la peur et la confusion. La paix a besoin de sécurité, mais la liberté a besoin de vérité, et aucune société ne peut durablement prospérer sans les deux. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Konaté, pour cet exposé très brillant, très concis et précis. Une société qui ne peut plus accéder à une information libre est une société sans repère. La crédibilité de l'information est une question d'intérêt général. L'info doit être incolore, inodore et sans saveur. La lutte contre le terrorisme est légitime. La lutte contre la campagne de désinformation est tout aussi nécessaire, mais cela ne doit pas être un alibi pour étouffer les libertés. Merci pour cet exposé. Nous allons passer au deuxième intervenant, M. Newton Ahmed Bari. Il est journaliste, éditorialiste, ancien président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina. Il va nous entretenir sur le sous-thème suivant, médias sahéliens sous-éteignoirs, état des lieux, désinformation et bataille des récits. Monsieur Bari, vous avez la parole. Je ne suis pas sûr que je vous entends bien, mais j'espère que vous m'entendez à votre tour. On vous entend. D'accord. Merci beaucoup. Merci à mes co-panélistes, maître qui vient de terminer avec l'exposé qu'il vient de faire. Le deuxième point, naturellement, c'est dans le même prolongement, c'est la question plus pratique, dans l'angle évidemment de la gestion du contenu et du récit. Ce que l'on peut dire, je voudrais m'arrêter sur un certain nombre de points avant d'aller dans le fond. La première des choses, il me semble, ce n'est pas une phrase choc, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que nous retenions. Les médias sahéliens n'ont pas de problème de déontologie. Je ne crois pas. En 2020, lorsque le premier coup d'État est perpétré au Mali, en août 2020, je ne crois pas que les médias avaient un problème. Les médias maliens n'ont jamais eu un problème. C'est vrai, si vous regardez le classement de RSF de 2020, vous avez donc les données suivantes. Je peux vous les communiquer très rapidement. Lorsque Assimi Goïta fait son coup d'État au Mali, la presse malienne se porte très bien. C'est vrai, dans le classement, elle est 114e sur 180, mais à la vérité, il n'y a pas de souci de parole. Le problème, ce n'était pas la parole. Le problème, c'était la malgouvernance d'un régime qui n'arrivait pas à répondre aux besoins d'un peuple qui a été en demande de plus de démocratie, parce que il ne faut pas oublier ça. En août 2020, la demande malienne est davantage plus de démocratie. C'est vrai, il y avait la préoccupation du terrorisme dans le pays, puisque le pays était, pour ainsi dire, assisté par l'ensemble de la communauté internationale, notamment la présence de la MINUSMA, pour la question évidemment de la lutte contre le terrorisme. Mais si vous prenez le cas du Burkina,
En 2020, on prend toujours la même période, je regarde les chiffres, septième au classement de RSF par rapport donc à la question de la liberté de la presse. Il était même considéré comme le meilleur élève de l'Afrique en matière de la liberté de la presse. Et cela est resté jusqu'en 2020. Donc en 2020, quand les militaires font le coup d'État pour la première fois, la question, ce n'était pas les médias, la question, ce n'était pas la presse. La question, c'était qu'il y avait un problème d'insécurité que le régime démocratiquement élu de Roch Marc Christian Kabore n'arrivait pas à juguler. Et donc, les populations étaient en attente davantage de sécurité que de problèmes de médias ou de censure. C'est vrai que en 2018, il y avait déjà des prémices autour de la méfiance sur la question du dérapage de l'information et de la parole avec l'adoption dans le code pénal d'un certain nombre de dispositions en rapport avec la cybercriminalité. Mais ce n'était pas dirigé contre les médias, ce n'était pas dirigé contre les journalistes. Les journalistes étaient toujours justiciables, évidemment, du code de l'information, donc de la loi sur l'information, avec un certain nombre de dispositions dans le code pénal. Si vous prenez aussi le Niger était 57e dans le classement de Reporters sans frontières lorsque Tchani venait au pouvoir. Aujourd'hui, si je vous donne les classements, vous allez tomber des nues parce que on est passé du top au flop en matière donc de la problématique de la liberté de la presse. Mais c'est un choix assumé. Comme vous savez, à la vérité, la question, et elle se pose toujours, la question c'est de savoir est-ce qu'il y a un problème de déontologie à la vérité? Est-ce qu'il y a un problème de presse? Moi, il me semble que non. Il y a plutôt un problème de refus de la contradiction. Les jeunes se sont donné le mot partout pareil, avec évidemment un mode opératoire, même calendrier, même rhétorique, comme s'il y avait une sorte de manuel unique des jeunes à usage de la pression ou en tout cas du musellement de la presse. Donc, ce que l'on peut dire à ce niveau, il me semble, et c'est assez important de le dire, la question de fond dans nos trois pays, ce n'était pas un problème de presse. Et d'ailleurs, les juntes elles-mêmes s'en sont servies pour venir au pouvoir. C'est la liberté qui a permis à Tchani, à Goïta, à Ibrahim Traoré de venir au pouvoir. Donc, à la vérité, ils ont agi un peu comme font tous les dictateurs et les régimes fascistes. Ils utilisent l'escalier de la liberté de la presse et de la liberté de la parole pour monter. Et une fois au sommet, évidemment, ils enlèvent l'échelle pour que plus personne ne monte. Et donc, c'est à la vérité face à des situations comme ça que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il y a, pour ainsi dire, vous savez, je ne vais pas revenir sur un certain nombre d'éléments factuels, mais vous savez très bien qu'il y a une sorte de... Ils ont agi à peu près de la même façon quand ils sont venus au pouvoir et les problématiques sont posées de la même façon. C'est-à-dire, lorsque ils ont décidé de penser que puisqu'on est en guerre, on ne peut plus parler. Donc, ce n'est plus que les médias font ou ne font pas bien leur travail, c'est le fait que c'est une sorte de l'ordre des casernes. Ils ont instauré partout dans les trois pays ce qu'on pourrait appeler l'ordre des casernes, qui consiste donc à ce qu'il ne puisse plus avoir de la parole libre.
Et donc, ça a commencé, comme vous savez, par la première des choses à laquelle on n'a pas fait attention, et malgré qu'un certain nombre de personnes averties ont attiré la sonnette d'alarme pour l'ensemble de la société, ils ont commencé d'abord par s'en prendre aux médias étrangers. Un peu partout, on a suspendu les médias étrangers, on n'a pas manqué de prétextes et ce n'est pas les prétextes qui manquent. Donc, on a suspendu tous les médias étrangers. Au début, on a pensé, et certains journalistes nationalistes ou patriotes, disant patriotes, ont évidemment applaudi en se disant que ces médias-là leur faisaient un peu ombrage. Ces médias leur faisaient ombrage et qui ne leur permettaient pas de donner la plénitude de leur talent de journaliste. Et ça n'a pas tardé pour ceux qui avaient prévenu, et ça n'a pas tardé. Ensuite, ils s'en sont pris aux médias nationaux, aux journalistes nationaux, et pour lesquels tous les prétextes ont été trouvés pour les museler. Et là où c'est allé très vite, évidemment, c'est au Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Je regarde les participants. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc, il y a ensuite le deuxième élément dans la progression, évidemment, de l'éteignoir. Le deuxième élément, c'est le contrôle du narratif. Ça, c'est assez important. On a voulu substituer donc le narratif, je veux dire, éculé, construit, objectif, par donc un narratif militant. Donc, les jeunes te disent que la presse, c'est le facteur aggravant, pour ainsi dire, du terrorisme. Elle démoralise l'armée, elle informe l'ennemi. Or, il n'y a rien de plus faux que cela. Les jeunes, les groupes armés, d'ailleurs, en matière, ont une expertise, à mon avis, plus avancée que les jeunes elles-mêmes en matière de maîtrise et d'utilisation, évidemment, des réseaux sociaux aujourd'hui, comme Telegram, comme Twitter, comme TikTok. Ils n'ont ni besoin de RFI, ni besoin de l'événement à Ouagadougou, ni besoin d'un journaliste comme Atiana Serge Oulon, ni encore de Konaté Malik pour pouvoir avoir de l'information ou savoir parler, évidemment, en utilisant les réseaux sociaux et se faire entendre. Donc, le vrai problème pour les jeunes, le problème de la presse pour eux, c'est qu'elle compte les morts. Elle compte les villages qui se déplacent. Elle donne la parole aux personnes déplacées. Elle contredit un narratif militant. Et ça, pour les jeunes, ce n'est pas acceptable. À partir du moment où le problème, c'est qu'elles n'ont pas de résultats. Elles ont un problème de stratégie. Et une stratégie inopérante, inefficace. Donc, pour elles, la presse est un problème parce qu'un témoin de quelqu'un qui ne fait rien, évidemment, c'est dangereux pour la personne qui ne fait rien et non pas pour ceux pour qui le témoin va témoigner. Et c'est ça qui se passe dans nos pays. Donc, le vrai problème avec les médias sous les jeunes, c'est qu'évidemment, comme je dis, elle compte les morts, elle interroge aussi le bilan. Si vous regardez, par exemple, le Burkina Faso, on n'était pas dans le top 5 des pays les plus affectés par le terrorisme lorsque Ibrahim Traoré prenait le pouvoir en octobre 2022.
et qu'il promettait dans 6 cités et dans 12 mois d'organiser des élections et de partir. Alors qu'une année après sa prise de pouvoir, le Burkina Faso a basculé donc des pays au monde qui sont affectés par le terrorisme. Et puis le narratif chez Ibrahim Traoré a changé. Il faut le suivre. C'est-à-dire que les premiers 6 mois, il était dans une dynamique d'introduction, d'achat d'armes, de mobilisation populaire avec le recrutement des VDP, en se disant qu'à la fin des 6 mois, il aurait suffisamment réuni de moyens, aussi bien matériels, militaires, donc techniques que psychologiques, pour pouvoir s'attaquer, donc aller au développement. Rappelez-vous, il était à l'introduction jusqu'au mois de mars. Ensuite, on n'a pas compris où il en était ou où il en est aujourd'hui par rapport au développement. Ce que l'on sait, c'est qu'un an après ou 2 ans après, il est allé en révolution. Donc, de quelqu'un qui avait commencé une introduction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui s'était donné tous les moyens matériels, parce que ayez à l'idée que il n'y a pas eu autant de mobilisation de ressources dans notre pays pour les armes que sous Ibrahim Traoré. Il faut vous donner une sorte d'ordre de grandeur, et notamment parce que vous avez ce qui est budgétisé et vous avez par ailleurs ce qui est relève des prélèvements d'impôts spécialement institués et ensuite de ce qui relève de la prise ou en tout cas de ce que l'on pourrait la même base sur les capitaux ou les fonds des organismes de l'État, au point qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que dans des institutions de l'État, comme la Caisse nationale de sécurité sociale qui gère les retraites et la caisse. Je vous rappelle, Monsieur Barry, qu'il vous reste 2 petites minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, votre micro fait que je Alors, donc, vous m'avez pris beaucoup de minutes avec votre micro qui me donne des échos de retour et qui ne me permet pas donc de m'exprimer. Donc, il y a un problème aujourd'hui avec l'investissement énorme que notre junte, particulièrement celle du Burkina, a consacré à l'achat des armes. Près de 4 000 milliards. Je crois que l'évaluation était de 3 800 milliards, mais comme les données sont disparates et les sources où ils tapent et ils prennent de l'argent ne sont pas connues, et évidemment, on n'est pas loin de 4 000 milliards d'achats d'armes. En tout cas, d'investissement dans la lutte contre le terrorisme, dont une grande part est réservée ou a été réservée à l'achat des armes. Donc, il y a malheureusement, quand on regarde toutes les dispositions de répression contre la presse, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas moins de terrorisme avec cette décision des 3 juntes collégialement et concertées d'éteindre les journalistes, d'éteindre les médias. Il n'y a pas pour autant moins de terrorisme. Il y a certainement moins de témoins. Donc, il faut avouer aussi que le vrai problème, quand on vise les médias au nom du terrorisme, on avoue que la vraie menace, c'est qu'on a peur de la vérité. Or, pour qui a peur des journalistes, a peur aussi de son peuple. C'est-à-dire que le vrai problème des juntes, c'est qu'elles ne se sont pas inscrites dans l'obligation de redevabilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on est parti des juntes qui étaient en situation de transition, donc qui conduisaient des pouvoirs de transition,
à des juntes établies ad vitam aeternam avec des modes de dévolution de pouvoir jamais connus, même dans les dictatures les plus noires. C'est-à-dire qu'on rassemble des gens dans de petites salles qui font donc office d'électeurs, qui renouvellent les mandats sans fin des juntes. Or, dans la démocratie, il y a deux principes sur lesquels je souhaite terminer, qui est assez important. Le premier élément, c'est la redevabilité. Et c'est la presse qui permet que cette redevabilité puisse se faire, puisqu'elle oblige, elle interroge, elle critique. Le deuxième élément qui est important, c'est que nul n'est indispensable. Quand vous êtes incapable, évidemment, de remplir le sacerdoce pour lequel vous vous êtes engagé, vous laissez la place à d'autres qui, peut-être, avec d'autres moyens, d'autres approches, peuvent recréer les conditions de la solution du problème, parce que au fur et à mesure que vous ne quittez pas, vous devenez le problème. J'en donne un exemple pour terminer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin. Quand il y a eu l'alternance, il y a eu des gels des relations entre le Bénin et les juntes. Il faut donc que les juntes se mettent en tête qu'à partir du moment où elles n'arrivent pas à régler la question du terrorisme, il faut qu'elles pensent à passer la main, parce qu'autrement, elles deviennent elles-mêmes le problème. Voilà évidemment avec ce sur quoi je voulais chuter en vous remerciant. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Vous nous avez permis de comprendre que le problème dans nos trois pays n'est pas une question de liberté, car ce sont les libertés qui ont permis aux militaires du Sahel d'accéder au pouvoir. Il s'agit donc pour les trois juntes d'éviter que l'escalier qui leur a permis d'accéder au pouvoir serve au peuple pour le leur arracher. Donc les jeunes font croire que l'information libre sert à démoraliser les troupes et à informer les groupes terroristes, d'où le musulman. Bien évidemment, M. Barry, vous avez démontré que tout ça n'est que alibi et que les jeunes ont peur plutôt de la vérité, ils ont peur de leur peuple, ils ont peur de la redevabilité. Merci encore et nous allons passer au troisième panéliste, Monsieur Ngade Hamid. Il nous vient du Niger. Il est web activiste et communicateur. Il va nous entretenir sur le sous-thème suivant, reconstruire la confiance, comment garantir aux Sahéliens le droit à une information libre, crédible et utile. Merci, Monsieur Ngade, d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci, Yunus. Je tiens d'abord à souhaiter bon vent aux médias Sahel Horizon et aussi à féliciter mes deux aînés prédécesseurs, après lesquels il est vraiment très difficile de prendre la parole. Quand on a un maître Konaté qui parle, Newton Ahmed Bari, journaliste émérite qui s'exprime, moi qui viens, la mission est vraiment difficile. Mais bon, on essaiera de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que cette question de désinformation doit être prise sous plusieurs angles. Déjà, le maître Konaté et Newton Ahmed Bari en ont dit énormément, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. On a au Sahel, le problème de désinformation est devenu un problème structurel. Je ne pense pas que les régimes militaires, avec eux, certains de leurs sponsors, notamment la Russie, sont la cause de cette désinformation. C'est plutôt un symptôme. Je pense qu'il existait déjà avant cette série de coups d'État à partir de 2020, un climat, un contexte au niveau des médias, au niveau du monde journalistique qui prêtait le flanc à cette désinformation. Je m'explique. Dans nos pays, on a un monde journalistique qui est, Maître Konaté l'a rappelé tout à l'heure, qui est très alimentaire, entre guillemets, et qui dépend beaucoup des gouvernements. Et cette compromission, cette complicité, cette connexion avec les gouvernements, avec certains groupes d'intérêts,
a rendu ces médias de telle sorte qu'ils ne sont plus crédibles, qu'ils n'étaient pas crédibles et a laissé la porte ouverte à toute cette vague de désinformation qui nous est venue après les coups d'État, notamment appuyés par la Russie. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit très honnête et qu'on admette qu'il y a un contexte qui a favorisé cela. Maintenant, le constat aussi qu'il faut faire, c'est que cette désinformation a atteint un stade où on n'arrive plus, et je crois que c'est ça même réellement le but, c'est que le Sahélien aujourd'hui ne distingue plus le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelle information. Et ça aussi, le rôle des médias au niveau local est très important. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, faites un simple constat. Il y a eu des attaques à Bani Bongo, à Inates au Niger, il y a 2 jours. En dehors des médias comme RFI ou Jeune Afrique, quel autre média a cherché à en savoir plus, a cherché à investiguer, à dire la vérité? Et là, c'est le deuxième point qu'il faut aussi admettre. Le journaliste, tel qu'il doit être, a besoin de courage, a besoin de cette force de dire ce qui est vrai, ce qui est juste, sans aucune compromission. Et c'est là où nos médias ont beaucoup à apprendre. Et cette crise de confiance qui est créée, pour rétablir cette confiance, il faut énormément de temps. Il faut construire, et c'est en ce sens que des médias comme Sahel Horizon, c'est bien beau de les lancer, mais il faut tenir sur la durée, il faut rester cohérent, il faut rester rigoureux, il faut avoir l'éthique chevillée au corps pour pouvoir dire la vérité, aborder certains sujets qu'aujourd'hui au Sahel, aucun autre média n'ose aborder. Quand il y a une attaque, pourquoi un média ne peut pas investiguer et dire la vérité sur les bilans? Je me pose la question, pourquoi seulement c'est RFI ou Jeune Afrique qui peut le faire? Il faut se poser cette question. Donc, je pense que c'est cet état de fait qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour pouvoir solutionner et trouver une solution. C'est bien, c'est vrai, il faut faire des fact-checking, il faut faire des émissions, il faut faire, mais tout ça ne permettra pas de régler tant qu'on n'a pas réglé le problème de confiance. Et ce problème de confiance, il faut avoir le courage et il faut montrer, il faut prouver aux Sahéliens qu'ils peuvent avoir confiance en votre média, en un média, et qu'il n'est pas dépendant. L'autre point qu'il faut aussi aborder comme solution, ce sont les langues. Il faut se faire à l'évidence qu'au Sahel, notre population est à 80% analphabète. Elle ne comprend pas français, elle ne lit pas le français, ni l'anglais, ni autre chose. Il faut s'adresser à eux dans la langue qu'ils comprennent. Il faut leur parler en Hausa, en Moré, en Bambara. Et c'est là où les contenus sont très importants. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux réseaux sociaux, on a une arme pour atteindre, même dans les villages les plus reculés, les citoyens et leur donner des analyses sur le sort de leur propre vie, ce qu'ils n'avaient pas avant et ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, on a cette possibilité, mais on ne le fait pas. On donne des informations. La plupart des médias africains, quand je regarde, c'est dire qu'il y a tel communiqué, ils interprètent les communiqués, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'enquête. Et c'est là où il faut aller, parce que pour retrouver cette crédibilité, il faut passer par là. Et ça prend du temps. Le deuxième point, c'est la transparence. Un média tel que Sahel Horizon a ce devoir de transparence envers son public. Qu'est-ce que j'entends par transparence? Avant même les coups d'État, on a un certain nombre de médias, et ça continue aujourd'hui encore, on dit qu'ils sont à la solde de tel pays, de telle autre chose, et aujourd'hui aussi c'est pareil. Donc, il est important que le public sache, Sahel Horizon aujourd'hui, comment il arrive à se financer, comment il génère des fonds. Et c'est très important pour la crédibilité d'un média.
C'est pour ça que beaucoup d'autres médias aujourd'hui sont influencés parce qu'ils sont financés. Maître Konaté aussi en a parlé tout à l'heure. Donc, je pense que tout ça, mis ensemble, nous donne une vision de ce que des dégâts déjà causés par cette désinformation. Je vais donner un simple exemple. Il y a peu, il y a une fuite, il n'y a pas très longtemps, il y a une fuite d'un document de 1400 pages qui est sorti, qui a été exploité par un consortium de deux organisations, notamment le média The Continent et Forbidden Stories, et qui a mis à jour un appareil d'influence russe baptisé La Compagnie. Et cette compagnie, entre guillemets, travaille, finance près de 90 médias, journalistes, communicateurs au Sahel pour façonner l'opinion publique. Donc, et pour des miettes, quelque part, ce n'est pas des gros sous. Et cette même Russie, aujourd'hui, pour cette année 2026, injecte plus d'1 milliard d'euros dans cette sphère de propagande et de désinformation. Donc, c'est pour dire qu'il faut mesurer également les enjeux qui sont derrière. On sait que leurs méthodes font très peur. Ils arrivent avec l'intelligence artificielle à plagier, à traduire, à réécrire en masse des vrais articles, puis les déverser dans de faux sites afin d'entretenir un certain brouillard informationnel pour que les gens ne se retrouvent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et en fonction de ça, ils arrivent à manipuler les esprits des gens et l'opinion. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et quelque part, même la majorité des populations sahéliennes, cette désinformation, ils en raffolent. On peut avoir cette impression-là. C'est quelque chose d'assez étonnant et auquel on doit trouver vraiment une solution. Et cette solution, je pense, passe nécessairement, excusez-moi, passe nécessairement par tout ce que j'ai eu à dire et retenir également que quelle que soit la liberté d'opinion qu'on peut avoir ou qui peut exister, tant que l'information sur les faits elle-même n'est pas garantie, il est pratiquement impossible de parler d'une opinion. Une opinion qui est basée sur du faux, est-ce réellement une opinion? Donc, la première démarche, c'est de garantir cette confiance, cette information de qualité pour pouvoir ensuite permettre à chacun de donner une opinion qui repose sur quelque chose de vrai. Donc, pour me résumer, je ne vais pas être beaucoup plus long. Ayons la force d'être juste, d'être rigoureux, d'avoir l'éthique chevillée au corps pour faire ce travail de journalisme qui est très noble et qui est de très longue haleine. Voilà un peu ce que j'ai à dire et je vous remercie.